Chaque année dans le monde, on refond plus d'1 milliard de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de cette masse devient ce sur quoi filent les trains à 300 km/h. Et voici ce qui surprend le plus. Tout commence non par de la haute technologie, mais par un simple tas de ferraille rouillée. Vieilles poutres, débris de machines, rebuts, ce qui aurait dû disparaître à jamais. Mais en quelques heures, cela se transforme en un rail parfaitement droit de 100 mètres, précis au millimètre près. Comment ? Et que se passerait-il si, au cœur de cet acier, subsistait ne serait-ce qu'une seule bulle invisible ? Restez avec nous, car un instant dans ce processus décide si le voyage sera paisible ou catastrophique. Tout commence de façon bien moins raffinée qu'on pourrait l'imaginer. La première étape ressemble à une version monumentale d'un vide-grenier. D'énormes aimants soulèvent dans les airs des tonnes de ferraille, vieux tuyaux, pièces de machines, poutrelles diverses. Toute cette ferraille hétéroclite s'envole dans un vacarme assourdissant vers une gigantesque benne de chargement. Je me tiens derrière une vitre de protection, mais même ici, je sens le sol vibrer sous mes pieds lorsque cet amoncellement de métal s'apprête à sa transformation. Ensuite, cette ferraille est envoyée dans un four à arc électrique. C'est une sorte de chaudron géant où, au lieu du gaz, on utilise l'électricité. Lorsque descendent les électrodes de plusieurs mètres de long, un arc électrique jaillit. Le bruit évoque celui de 10 avions décollant simultanément à proximité. Les étincelles fusent de toutes parts, tandis que la température à l'intérieur grimpe jusqu'à 1550 degrés Celsius. C'est ce seuil où le fer solide cède sous la pression de l'énergie et se transforme en une masse liquide qui rappelle une orangeade brûlante. Lorsque l'acier est fondu, le travail n'est qu'à moitié accompli. Pour des rails ordinaires, cela pourrait suffire. Mais ici, nous fabriquons un produit haut de gamme. Les rails à grande vitesse ne tolèrent aucune impureté. C'est pourquoi ce métal en fusion est envoyé vers une installation poche-four. Là, on ajoute au métal divers ingrédients secrets: manganèse, silicium, chrome. Chacun d'eux garantit que le rail soit résistant, sans être cassant. On y procède également au dégazage. L'acier est placé sous vide, afin d'en extraire l'hydrogène et l'oxygène. C'est d'une importance capitale. Si la moindre bulle de gaz subsiste à l'intérieur du métal, elle se transformera, quelques années plus tard, sous les roues d'un train à grande vitesse, en micro-fissures, puis en véritable problème. Le vide aspire tout ce qui est superflu, et l'acier devient pur comme une conscience après confession. Il est maintenant temps de donner forme à ce fer liquide. Cela se produit sur une machine de coulée continue. Le métal s'écoule par des orifices spéciaux et se refroidit progressivement au contact de l'eau, se transformant en longs lingots rectangulaires, les blooms. Ils brillent encore d'un rouge éclatant et dégagent une chaleur si intense que je la sens sur ma peau, même à 20 mètres de distance. Chacun de ces blooms pèse environ 5 tonnes. C'est en fait une énorme ébauche dont nous allons forger quelque chose d'extraordinaire. Puis vient la partie la plus spectaculaire de notre visite, le laminoir. Le bloom est à nouveau chauffé à 1200 degrés pour devenir aussi malléable que de la pâte à modeler entre les mains d'un enfant. Ensuite, cette barre incandescente est lancée dans un système de cylindres. Ce sont d'imposants cylindres métalliques qui pressent le métal, l'étirent et lui donnent le profil que nous avons tous vu sur les voies ferrées. À chaque passage, la pièce s'allonge et s'affine. Elle file sur le convoyeur à rouleau à plus de 10 mètres par seconde. On dirait un serpent de feu de 100 mètres de long qui tente de s'échapper de l'usine. Nous parlons bien de rails de 100 mètres. Pourquoi si long ? Parce que moins il y a de joints entre les rails, moins il y a de vibrations et de bruit. C'est précisément ce qui garantit la fluidité de roulement des trains à grande vitesse.
Lorsque vous entendez ce cliquetis familier des roues, c'est le train qui franchit un joint. Sur les lignes à grande vitesse, ces joints sont quasi inexistants, car les rails sont soudés en fil continu interminable. Mais donner simplement une forme ne suffit pas. Il faut rendre l'acier extrêmement dur, précisément là où rouleront les roues. Ce processus s'appelle le durcissement thermique différencié. Le champignon du rail est refroidi à l'air comprimé selon un programme spécifique. Cela permet d'obtenir une structure métallique très fine et résistante en surface, tandis que le cœur demeure légèrement plus souple pour absorber les chocs et éviter les fissures dues au gel ou aux charges. Une fois le rail refroidi, il n'est plus aussi droit qu'il y paraissait. Le métal, en refroidissant, se déforme légèrement. On l'envoie donc vers une machine de redressage. Il s'agit d'une série de rouleaux qui plient cette barre d'acier de 100 mètres pour la rendre parfaitement rectiligne. Les tolérances sont rigoureuses. L'écart sur toute la longueur de 100 mètres ne peut excéder quelques millimètres. Si le rail est défectueux, les passagers auront mal au cœur et le rail s'usera en quelques semaines à peine. Dernière étape de notre voyage, le contrôle qualité. Ici, on ne fait pas confiance à l'œil humain. Le rail passe par une ligne automatique équipée de capteurs à ultrasons et de scanners laser. Il radiographie le métal de part en part, à la recherche des moindres défauts internes. Si un capteur détecte quelque chose de suspect, une marque de peinture est automatiquement appliquée sur le rail. Ce tronçon est alors découpé, ou parfois le rail entier repart à la refonte. Dans l'univers du rail à grande vitesse, aucun compromis n'est possible. Seul compte une confiance absolue en chaque millimètre de métal. Je contemple ces rails terminés, alignés en rangée parfaite dans l'entrepôt, et j'ai du mal à croire qu'il y a 3 heures à peine, il n'était qu'un tas de ferraille rouillée dans une benne. C'est un véritable triomphe de l'esprit humain et de la précision des calculs. L'homme a appris à dompter la puissance du feu et des pressions colossales pour que nous puissions voyager confortablement. Ajoutons encore quelques chiffres pour que vous mesuriez mieux l'ampleur de tout cela. Un seul rail de 100 mètres pèse environ 6 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes alignés bout à bout. Pour poser un seul kilomètre de voie à grande vitesse, l'usine doit fondre et transformer plus de 120 tonnes d'acier de haute qualité. Chaque mètre du produit fini est scanné lors du contrôle final par 19 capteurs différents, capables de détecter une cavité interne de moins d'1 millimètre. Ce fil d'acier servira environ 30 ans, résistant à une pression colossale. Et la longueur totale de ces voies sur la planète a déjà dépassé 40 000 km, de quoi faire le tour complet de la Terre à l'équateur. Mes chaussures ont légèrement brûlé à cause de la proximité des ateliers surchauffés, et ma gorge s'est asséchée dans cet air sec, mais ce fut une journée extraordinaire. J'espère que cette promenade en ma compagnie vous a plu. La prochaine fois que vous verrez défiler les rails par la fenêtre d'un train, pensez à ces milliers de degrés et à ces flèches de feu de 100 mètres. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. N'hésitez pas à liker si cette plongée au cœur de cet organisme de fer vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle autre usine je devrais visiter pour vous montrer quelque chose d'impressionnant et de brûlant. Prenez soin de vous et choisissez toujours des chemins sûrs. À bientôt pour une nouvelle découverte. L'aluminium ne naît pas dans les usines, ni dans les ateliers rutilants équipés de machines ultramodernes, ni dans les bureaux d'études où l'on conçoit de légers fuselages d'avions. Sa véritable naissance se produit sous une chaleur tropicale insoutenable, au milieu de déserts de poussière rouge et de gigantesques entailles dans la croûte terrestre, là où gisent les bauxites, le minerai principal de ce métal. Lorsque nous tenons en main une simple canette en aluminium,
ou que nous admirons la légèreté d'un vélo moderne, nous réalisons difficilement que ce métal faisait jadis partie d'immenses couches de roches sédimentaires, formées il y a des millions d'années sous l'effet d'une érosion agressive. La bauxite n'est pas un minerai ordinaire, c'est le résultat d'un processus géologique unique qui a transformé basalte, granit et autres silicates en concentré d'oxyde d'aluminium. Ces gisements se forment principalement dans les zones tropicales et subtropicales, où l'alternance de longues saisons des pluies et d'un soleil ardent crée les conditions idéales pour la latéritisation. L'eau s'infiltre à travers le sol, lessivant la silice et autres éléments facilement solubles, ne laissant derrière elle que les composés stables de fer et d'aluminium. Au fil du temps, ces résidus s'accumulent, formant de puissantes cuirasses qui recouvrent de vastes territoires. Les gigantesques gisements de bauxite en Guinée, en Australie, au Brésil ou au Vietnam peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, avec une épaisseur variant de quelques mètres à 30 mètres. Ce sont de véritables greniers de la civilisation humaine, sans lesquels notre monde technologique moderne serait tout simplement impensable. L'extraction de la bauxite impressionne par son ampleur. Lorsque ces gisements se situent effectivement près de la surface, ils sont exploités à ciel ouvert. D'immenses excavateurs sur chenilles et des ensembles rotatifs décapent la couche supérieure du sol, mettant au jour la roche rouge ou ocre jaune. Ce spectacle évoque un paysage martien. Les composés ferreux confèrent au minerai sa couleur rouille caractéristique, tandis que les engins qui œuvrent dans ces carrières paraissent minuscules face à l'étendue des strates dégagées. Le processus d'extraction n'est que le début d'un long parcours. Le minerai de bauxite est un mélange complexe de minéraux, dont les principaux sont la gypsite, la beumite et le diaspore. Loin de ne contenir que des composants utiles, il renferme une quantité importante d'impuretés, telles que des oxydes de fer, de titane et de silicium. C'est précisément pour cette raison que le traitement de la bauxite constitue un défi technologique particulièrement exigeant, en ressources et d'une grande complexité. La première étape consiste à obtenir l'alumine, ou oxyde d'aluminium pur, selon la méthode proposée à la fin du XIXe siècle par Carl Joseph Bayer. Cette technologie demeure essentiellement inchangée depuis plus d'un siècle, bien qu'elle soit devenue nettement plus efficace. Le minerai est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine, mélangée à une solution concentrée de soude caustique et chauffée dans d'immenses autoclaves sous haute pression. Dans ces géants métalliques se produit une réaction chimique au cours de laquelle l'aluminium passe en solution, tandis que toutes les impuretés indésirables précipitent au fond, formant ce qu'on appelle la boue rouge. Le problème de la boue rouge constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes pour le secteur. Cette pulpe alcaline, saturée d'oxyde de fer, nécessite des installations spéciales, les bassins de décantation. L'utilisation de ces déchets exige d'immenses superficies et un contrôle rigoureux, car l'échelle de production de l'alumine se mesure en millions de tonnes par an. D'une tonne de bauxite, on n'obtiendra pas une tonne d'aluminium. Il faut généralement environ 4 tonnes de minerai pour produire 2 tonnes d'alumine, dont on n'extraira finalement qu'une seule tonne de métal pur. Cette faible concentration souligne l'ampleur considérable de l'extraction nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. Le marché mondial de la bauxite constitue une arène où s'affrontent grandes multinationales et États. La Guinée, par exemple, détient près d'un quart des réserves mondiales, et ces plateaux rouges représentent une ressource stratégique majeure pour l'industrie planétaire. L'Australie, futur leader en volume de production, démontre comment concilier exploitation minière à grande échelle et réhabilitation ultérieure des terres. Sur les sites d'anciennes carrières, où hier encore fonctionnèrent des machines géantes, on plante aujourd'hui des forêts d'eucalyptus,
tentant de restaurer un écosystème endommagé par l'intervention humaine. Après l'obtention de cette poudre blanche pure, l'alumine, débute la seconde étape de la transformation. L'électrolyse selon le procédé Hall-Héroult. Ce processus exige une quantité colossale d'énergie électrique, raison pour laquelle les usines de production d'aluminium sont implantées à proximité de puissantes centrales hydroélectriques. L'alumine est dissoute dans de la cryolite fondue, à une température avoisinant 950 degrés Celsius. Un courant électrique intense traverse ce bain en fusion, brisant les liaisons entre les atomes d'aluminium et d'oxygène. Le métal liquide se dépose au fond de la cuve d'électrolyse, d'où on le pompe périodiquement à l'aide de poches à vide spéciales. Cette vision d'argent faible incandescent, naissant d'une poudre blanche, constitue le point culminant de tout un processus qui a débuté dans une carrière lointaine, à des milliers de kilomètres d'ici. La logistique joue un rôle critique dans cette industrie. La bauxite est souvent extraite sur un continent, transformée en alumine sur un autre, et le métal fondu sur un troisième. De gigantesques vraquiers sillonnent les océans, transportant des millions de tonnes de minerais, créant une chaîne invisible qui relie les mines tropicales au centre de production de haute technologie. L'ampleur de cette activité impacte non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, car le contrôle des gisements de bauxite signifie le contrôle de l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des programmes spatiaux. Ce n'est pas pour rien que l'aluminium est surnommé le métal ailé, mais son chemin vers le ciel commence en profondeur sous terre, dans les couches lourdes et humides de roches argileuses. Il est important de comprendre que les gisements de bauxite ne sont pas illimités, même si leurs réserves sur la planète sont actuellement estimées comme largement suffisantes pour répondre aux besoins de l'humanité pendant plusieurs siècles encore. Toutefois, la facilité d'extraction et la forte concentration d'éléments utiles dans ces strates gigantesques font de ce type de minerai le choix privilégié. Il existe certes d'autres sources d'aluminium, comme les syénites néphéliniques ou les argiles kaoliniques, mais leur traitement est nettement plus complexe et plus coûteux. C'est pourquoi les provinces bauxitiques demeurent les principales cibles d'intérêt pour les géologues et les investisseurs. L'évolution de l'aluminium a parcouru un long chemin, d'un métal précieux plus cher que l'or à un matériau omniprésent dans notre quotidien. À la fin du XIXe siècle, Napoléon III recevait ses invités les plus illustres en leur offrant des couverts en aluminium, tandis que les hôtes de moindre rang devaient se contenter de vaisselle en or. Aujourd'hui, ce métal est devenu symbole d'accessibilité et de fonctionnalité. Mais cette accessibilité repose précisément sur notre capacité à l'extraire à l'échelle industrielle. Sans les gisements gigantesques enfouis sous les plateaux guinéens ou l'Amazonie brésilienne, nous n'aurions ni smartphone, ni bâtiments modernes à haute efficacité énergétique, ni transport léger. L'extraction à une telle échelle modifie inévitablement le relief de la planète. Lorsque des couches entières de roches sont retirées, le régime hydrologique du territoire change. Les conditions de vie habituelles de la flore et de la faune sont détruites. Les normes modernes d'extraction exigent des entreprises non seulement d'extraire le minerai, mais aussi de rendre la terre à la vie. Le processus de réhabilitation préserve la couche arable supérieure. Celle-ci est retirée avant le début des opérations et remise en place après la fin de l'extraction. Cela permet de restaurer les terres agricoles, bien que ce processus de régénération forestière prenne des décennies et ne ramène jamais le paysage à son état d'origine. Le recyclage de la bauxite, c'est aussi une histoire d'énergie. Chaque gramme d'aluminium, ce sont des dizaines de kilowattheures d'électricité cristallisée dans le métal. C'est pourquoi on surnomme l'aluminium la banque électrique.
Son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie requise pour la production primaire à partir du minerai. Cela fait de l'aluminium l'un des métaux les plus écologiques à long terme, car une fois extrait des gisements de bauxite, il peut être réutilisé quasi indéfiniment, traversant des cycles de refonte sans perdre ses propriétés. Mais tant que la demande pour ce métal croîtra plus vite que les capacités de recyclage, les carrières géantes continueront de s'étendre, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre rouge à la recherche de ces précieux oxydes. Le travail dans les carrières ne s'arrête jamais, et chaque nouvelle coupe de strate ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du métal qui a transformé le monde. C'est un labeur sans fin, où l'ampleur des tâches correspond à l'ampleur des gisements, et où chaque maillon de la chaîne technologique s'avère crucial pour la réussite globale. La transformation de la bauxite illustre parfaitement la façon dont l'humanité a appris à exploiter les ressources terrestres, métamorphosant une argile d'apparence ordinaire en matériaux stratégiques qui fondent notre ère technologique. Chaque étape de ce processus prolonge logiquement la précédente, composant ainsi le tableau cohérent d'une interaction entre l'homme et la nature, où géants industriels et ressources naturelles évoluent dans un lien indissociable. Je me tiens dans ce dépôt américain de vieilles locomotives, où le temps semble s'être arrêté. Des géants rouillés des années 50 reposent sur les rails, tandis qu'autour résonnent les grues et flotte l'odeur du métal chaud. Ces machines de 200 tonnes chacune tractaient autrefois des trains à travers le continent, parcourant des milliers de kilomètres pour la Rhodie ou l'Union Pacifique. Aujourd'hui, on leur redonne vie, non pour le commerce, mais pour les musées et les trains touristiques. Le processus est long, mais précis, et je viens de parcourir tous les ateliers, de la chaufferie à la cabine du mécanicien. Je vais vous raconter comment on procède. D'abord, le démontage complet. On détache la locomotive du tender, on la place sur une fosse, un puits de 3 mètres de profondeur. Une équipe de 20 ouvriers, armés de clés pneumatiques et de chalumeaux acétyléniques, démonte tout en une semaine. Les roues de 2 mètres de diamètre sont retirées par des grues d'une capacité de 200 tonnes. Le châssis en fonte de 50 cm d'épaisseur part au bain de sable pour être débarrassé de la rouille. La chaudière, cœur de la machine à vapeur, est découpée en sections, car son poids atteint 50 tonnes. Chaque boulon, chaque tuyau, sous la loupe, les fissures sont détectées par magnétoscopie, où le champ magnétique révèle les défauts en surface. La chaudière, l'étape la plus complexe. Ces sections sont recouvertes de sable pour égaliser les parois, soudées à l'argon avec des électrodes en titane, à une température de 400 degrés Celsius. Les tubes, en cuivre ou en acier, de 10 cm de diamètre, sont nettoyés du tartre par ultrasons, puis rechargés d'une nouvelle couche de bronze de 2 mm d'épaisseur. La pression interne est testée à 20 bars. La chaudière est immergée dans l'eau. On y injecte de la vapeur. Et si les soudures tiennent, c'est bon. Le soudage se fait en continu, avec contrôle radiographique. Chaque cordon de soudure, sur toute l'épaisseur de la paroi, doit être exempt de cavité. L'essieu moteur d'une locomotive, c'est une histoire à part, car de lui dépend toute la marche de la machine à 100 km/h avec un poids de 200 tonnes. Les moyeux en fonte, d'une épaisseur de 10 cm, sont d'abord nettoyés au jet de sable. L'abrasif, projeté sous 6 bars de pression, frappe le métal et retire rouille, crasse et vieille peinture en 1 heure. Le sable, du quartz, granulométrie 0,5 mm, n'éraille pas la surface, mais la polit jusqu'à l'éclat. Ensuite, les moyeux sont lavés à l'eau chaude à 80 degrés Celsius, puis séchés à l'air comprimé. Vient alors le tour. Une machine grande comme une pièce, où la pièce est fixée dans un mandrin
est mise en rotation à 50 tours par minute. Des outils en acier rapide enlèvent 1 mm par passe, calibrant le diamètre intérieur à une précision de 0,01 mm. Les copeaux volent en ruban d'1 mètre de long. Le refroidissement se fait par émulsion d'huile et d'eau pour que le métal ne chauffe pas au-delà de 200 degrés. Toutes les 10 minutes, on arrête. On mesure au micromètre. Si l'alésage s'est élargi d'1 micron, c'est à refaire. Les essieux usés, 3 mètres de long, 20 cm de diamètre, sont rechargés par un acier spécial à 8% de chrome pour la dureté. L'appareil à arc électrique, sous un courant de 200 A, dépose une couche de 5 mm d'épaisseur qui fond à 1600 degrés Celsius. Le rechargement se fait en tournant, l'essieu serré dans l'étau, la couche s'égalise uniformément, sans bavure. Puis vient le recuit. Les essieux sont enfournés à 700 degrés Celsius pendant 8 heures, refroidis lentement dans la cendre, pour relâcher les tensions internes. Sinon, ça craque dès le premier kilomètre. Les nouveaux paliers, des douilles en bronze de 15 cm de diamètre, sont coulés au babite, un alliage d'étain et d'antimoine. Le métal en fusion à 250 degrés Celsius est versé dans le moule, où le bronze tient la forme et le babite comble les pores. On les refroidit dans l'huile à température ambiante pour éviter les fissures. Le roulement en ressort lisse, le frottement minimal. Vient enfin l'équilibrage des roues sur banc d'essai. La paire tourne jusqu'à 200 km/h. Les capteurs détectent les vibrations au gramme près. Si un côté pèse 5 grammes de plus, on fraise millimètre par millimètre, jusqu'à l'équilibre parfait. Sinon, la locomotive tremblera sur les rails comme de la gelée. Les roues terminées reçoivent un émail anti-corrosion, pèsent 2 tonnes chacune, et sont prêtes à porter des milliers de tonnes de fret. La cabine du conducteur, un véritable musée sur rail, où chaque instrument raconte l'histoire de milliers de kilomètres. On démonte tout, vis par vis. Les manomètres au tube de cuivre de 5 mm sortent du tableau de bord. On dévisse les capots arrière, on nettoie les mécanismes de la poussière et de la rouille à la brosse imbibée d'essence. Les aiguilles, en laiton, 10 cm de long, sont retirées, polies, puis galvanisées dans un bain de rhodium d'1 micron d'épaisseur sous 2 ampères. Le revêtement brille, ne ternit pas au fil des années, et l'aiguille glisse sans accroc de 0 à 20 bars. Les contrôleurs de traction, leviers équipés d'engrenages en fonte, sont démontés pièce par pièce, graissés à la pâte graphitée, leur course vérifiée. Chacun doit inverser la marche sous une pression de 5 tonnes sans jeu. Si l'engrenage présente 2 mm d'usure, on le remplace par un neuf, forgé à 1200 degrés Celsius. L'éclairage de cabine, ampoule de 20 watts, verre de 3 mm d'épaisseur, est essuyé. La tension contrôlée à 220 volts. Pour les locomotives diesel ou hybrides, les bougies d'allumage, isolants en porcelaine dotés d'électrodes en iridium, passent au banc d'essai. L'arbre tourne à 1000 tours par minute, l'étincelle claque à 30 000 volts et au moindre défaut, on les jette. Les pompes d'injection, à piston, cylindre de 20 cm, sont révisées, les pistons rectifiés au centième de millimètre, le débit testé, 100 litres par heure sous 10 bars de pression, sans fuite. Si la pompe fait des siennes, on change la soupape. En marche, c'est l'arrêt d'urgence assuré. L'électricité, un vieux réseau de fils de cuivre de 2 mm² de section, long de plusieurs kilomètres dans les cabines. On démonte les câbles, on les lave au solvant, on nettoie les contacts au papier de verre grain 200, on relie à la masse avec une barre de cuivre neuve de 5 mm d'épaisseur. L'isolation est refaite avec un vernis neuf. 2 couches, séchage au four à 120 degrés Celsius pour résister à l'humidité et aux vibrations. Les relais et disjoncteurs, mécaniques, à contacts argentés,
sont nettoyés à l'alcool, testés sur 100 000 cycles de commutation. Quand tout est prêt, on remonte la cabine dans l'ordre inverse. Instruments dans le tableau de bord, câbles dans les goulottes, portières sur leurs gonds graissés. Le montage commence par le bas. On pose le châssis sur le marbre, on insère les essieux, on monte la chaudière à l'hydraulique avec une précision millimétrique. Le tender, réservoir de 20 tonnes d'eau et 10 tonnes de charbon, est rendu étanche avec de l'étoupe et du goudron. L'épreuve finale se déroule au dépôt. La locomotive tracte des wagons de 200 tonnes à 60 km/h, on monte la vapeur à 5 bars, on vérifie l'étanchéité. Si tout tient, on la peint en noir classique avec des roules à rouge, on inscrit le numéro en lettres d'or. Me voilà là, j'entends le sifflet. Le géant ressuscité est prêt à promener les touristes à travers les Rocheuses. Chaque restauration de ce type coûte des millions, dure 2 ans, mais remet l'histoire sur les rails. Ces bêtes du XXe siècle ont encore de beaux jours devant elles. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque année, plus de 90 millions de véhicules sortent des chaînes de production dans le monde. Mais seule une infime partie d'entre eux est conçue pour un usage bien particulier. Des poursuites à plus de 160 km/h, des freinages brutaux et des heures de service ininterrompues. Ce sont les véhicules de police. Leur histoire aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Mais rares sont ceux qui savent ce qui se passe réellement dans l'usine où ils naissent. À l'intérieur de ces ateliers, des centaines de robots s'activent, tandis que les étincelles de soudure jaillissent comme une véritable pluie de feu. Mais il existe un détail dans la fabrication de ces machines dont presque personne ne parle. Et c'est précisément lui qui détermine si le véhicule tiendra le coup lors d'une véritable poursuite policière. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur de ces machines. L'histoire de ces véhicules aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Dès les années 50, les constructeurs ont commencé à produire des versions spéciales pour la police. Et depuis lors, cette gamme n'a cessé d'évoluer. J'entre dans le premier atelier. Tout commence ici avec le métal nu. Devant moi s'étend une immense ligne de soudage robotisée. Les manipulateurs travaillent sans répit. Leurs mouvements sont brusques, précis et synchronisés. Chacun tient dans sa main un pistolet à souder. Lorsqu'ils touchent le métal, des étincelles éclatantes jaillissent. De l'extérieur, on dirait presque une pluie de feu ininterrompue. D'abord, on achemine ici les panneaux de carrosserie individuels. Ce sont des pièces estampées en tôle d'acier d'environ 1 mm d'épaisseur. Elles arrivent de l'atelier de pressage déjà formé. Ouverture de porte, nervures de rigidité, points de fixation des pièces. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un tas de morceaux de métal courbés, empilés sur des chariots de convoyage. Le plus intéressant commence maintenant. Les robots saisissent les panneaux avec de grandes pinces et les installent dans d'imposants gabarits métalliques. Ces gabarits ressemblent à des cadres sophistiqués, dotés de dizaines de fixations. Ils maintiennent les pièces dans une position rigoureuse, de sorte qu'aucun élément ne bouge, pas même d'une fraction de millimètre. Le plancher de la caisse se forme en premier. On y soude des renforts et des traverses. Puis, sur cette base, on positionne les panneaux latéraux. Les manipulateurs les amènent délicatement de chaque côté, les plaquent contre le châssis et effectuent une série de soudures par point. En quelques secondes, une dizaine de petits points de soudure apparaissent le long de la jonction. Ensuite, on ajoute la partie avant de la caisse, là où se trouvera plus tard le moteur. Cette zone comporte particulièrement de nombreux éléments de renfort, car c'est elle qui supporte les principales contraintes lors de la conduite et des freinages brusques. Une fois les parois latérales en place, les robots soulèvent le toit. Le spectacle est plutôt impressionnant.
Un grand panneau métallique descend lentement du haut, tel le couvercle d'une boîte. Les manipulateurs l'alignent selon les repères et entament aussitôt la soudure sur tout le périmètre. L'opération se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les pièces ne sont que maintenues par des points de soudure. Puis la caisse passe à la station suivante, où de nouveaux points viennent compléter l'assemblage. Ainsi, l'ossature gagne progressivement en rigidité et en solidité. Chaque section fait l'objet d'un contrôle permanent par capteur. Des mesureurs laser scannent la forme de la caisse et la comparent au modèle numérique. Si ne serait-ce qu'un seul élément n'est pas parfaitement positionné, la ligne signale immédiatement l'anomalie. Ici, la précision se mesure en fractions de millimètre. Et ce n'est pas un caprice d'ingénieur. Si la caisse présente le moindre défaut d'alignement, le véhicule peut adopter un comportement étrange à haute vitesse. Il tiendra moins bien la route, des bruits parasites apparaîtront, et les portières risquent de ne pas fermer correctement. Les véhicules de police doivent supporter des contraintes bien supérieures à celles des voitures civiles ordinaires. Lors des poursuites, elles freinent brutalement, franchissent les trottoirs et tournent au ralenti pendant des heures. C'est pourquoi le châssis et la suspension sont renforcés, certains éléments du cadre étant même épaissis. Une fois la carrosserie prête, elle part en peinture. Les immenses cabines ressemblent à des laboratoires stériles. L'air y est filtré en permanence. Des robots font pivoter la carrosserie et appliquent la peinture en couches uniformes. La plupart des véhicules reçoivent la classique livrée noire, mais l'apparence finale dépend du client. Certains départements commandent des voitures noires et blancs, d'autres bleu foncé ou même entièrement blanches. Après la peinture, la carrosserie rejoint la chaîne principale. C'est là que la voiture commence vraiment à devenir une voiture. Le moteur et la transmission sont amenés sous la carrosserie. Ce moment est spectaculaire. En bas se trouve une plateforme avec le groupe motopropulseur. Au-dessus, la carrosserie descend lentement et les deux parties s'assemblent. Vient ensuite le long processus d'assemblage. On monte les portes, installe le câblage, la suspension, la direction, les freins, puis apparaissent les sièges, les vitres et le tableau de bord. Tout cela est réalisé par des hommes aux côtés des robots. Les machines ne remplacent pas complètement les ouvriers ici. Les mains humaines restent indispensables là où précision et expérience sont requises. Dans l'usine, j'observe des centaines de ces véhicules. Ils avancent lentement, de quelques mètres par minute. Chaque poste ajoute quelque chose de nouveau. En quelques heures, une carrosserie nue se transforme en véhicule entièrement assemblé. Mais ce n'est pas encore une voiture de police. Après l'assemblage principal, les véhicules sont envoyés dans un centre de modification spécialisé. C'est là que prend forme tout ce qui fait d'une voiture un véhicule de service. On installe les rampes lumineuses, les sirènes, les postes radio, des pare-chocs renforcés et des cloisons de protection entre les sièges avant et le compartiment arrière. Certaines voitures reçoivent des panneaux de porte blindés ou des batteries supplémentaires pour alimenter l'équipement. Les véhicules de police peuvent offrir plus d'une centaine de variantes d'équipements selon les besoins spécifiques de chaque ville. Le plus fascinant, c'est que la transformation d'un seul véhicule prend environ 5 heures et demie. Durant ce laps de temps, une voiture ordinaire se métamorphose en voiture de patrouille, prête à prendre la route. J'observe l'application des marquages de police sur la carrosserie. Sur les portières apparaissent les inscriptions, les blasons des villes et les numéros d'unité. Puis, on installe les gyrophares bleus et rouges. À ce moment-là, la voiture a une toute autre allure, comme si elle endossait un nouveau rôle. Avant l'expédition, chaque véhicule est contrôlé. Il subit des tests de freinage, de suspension et de direction. Dans un hangar spécialisé, on fait monter la voiture en régime sur un banc à rouleau.
Les ingénieurs vérifient l'absence de vibrations et de bruits parasites. Les voitures de police doivent être rapides, mais plus important encore, fiables. En pleine poursuite, personne ne veut se demander si le véhicule tiendra le coup lors d'un freinage brutal. Une fois tous les contrôles effectués, les véhicules terminés sortent sur l'immense parking derrière l'usine. Des dizaines de voitures identiques y sont alignées. Noires, luisantes, équipées de pneus neufs et sans la moindre égratignure. Dans quelques jours, elles partiront aux quatre coins du pays. Certaines patrouilleront dans des banlieues tranquilles. D'autres travailleront sur l'autoroute, où le trafic dépasse les 100 km/h. Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les grandes usines, à quoi ressemblent les chaînes de production vues de l'intérieur, et comment du métal ordinaire se transforme en machines qui serviront pendant des années, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses visites d'ateliers, de carrières et d'entreprises habituellement interdites au public vous attendent. Ici, nous regardons l'industrie sans phare et cherchons à comprendre comment tout cela fonctionne réellement. Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné? Tout repose sur une seule pièce. Une unique microfissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement. Prêt pour une immersion totale? C'est parti! La fabrication des crochets de grues géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité, dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 ampères, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée. Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'un demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlée.
La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillent les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge, un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets. Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré, on y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 mètres. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 millimètre, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par onde à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule microfissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour, des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale, et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie,
où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an. Ces boulons travaillent en enfer. La pression folle de l'océan et le sel corrosif. À 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique se dressent des plateformes pétrolières de 30 000 tonnes. Ce sont des boulons qui les maintiennent, fabriqués à Monterrey, le cœur de la métallurgie mexicaine. Chaque boulon de catégorie grade 8 supporte 150 kg de charge et résiste 25 ans dans l'eau de mer sans rouille. Comment l'acier mexicain soutient-il ce que d'autres ne peuvent supporter ? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple barre métallique se transforme en pièces dont dépendent des vies humaines et l'écologie de l'océan. Tout commence à l'usine métallurgique Ternium de Monterrey. Ici, au milieu des montagnes désertiques du nord du Mexique, l'acier fond dans d'immenses fours à arc électrique à une température de 1006 degrés Celsius. Ce n'est pas de l'acier ordinaire, c'est un alliage spécial, additionné de chrome, de molybdène et de nickel, conçu spécialement pour le milieu marin. Le métal en fusion est coulé dans des moules, formant des lingots de 2 tonnes chacun. Mais ce n'est que le début d'un long processus de transformation. Les lingots passent par un laminoir, où, à une température de 1002 degrés, ils sont étirés en longues barres de 80 mm de diamètre. Les fibres du métal s'alignent le long de la barre, créant une structure orientée qui rend l'acier plus résistant dans le sens longitudinal. Ces barres arrivent ensuite dans des usines spécialisées de Nuevo León pour la fabrication de produits métalliques. Des barres métalliques sont découpées en ébauches de 2,50 m, futurs boulons de catégorie grade 8, capables de supporter une charge allant jusqu'à 150 tonnes par centimètre carré. Première opération, le forgeage à froid de la tête. Une extrémité de l'ébauche est serrée dans une matrice et une presse puissante exerce une force de 500 tonnes. En 4 coups, se forme une tête hexagonale de 150 mm. Sous cette pression, le métal se compacte, les fibres épousent le contour de la tête sans se rompre. C'est d'une importance cruciale. Toute rupture de l'intégrité des fibres crée un point faible où peut s'amorcer la destruction. Vient ensuite le roulage du filetage. Contrairement au boulon bon marché, dont le filet est taillé au burin, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier munis de rainures gravées tournent l'un vers l'autre en exerçant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme, formant les spires du filetage sans couper les fibres. Vient maintenant l'étape la plus spectaculaire, le traitement thermique. Les boulons sont chargés dans un four où la température grimpe jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, l'acier subit des transformations de phase. Sa structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures afin que la chauffe soit uniforme dans tout le volume.
Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe inégale et des tensions internes. Puis vient la trempe. Les boulons sont immédiatement plongés dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes, fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais fragile. Pour éliminer la fragilité, les boulons sont de nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis librement pendant 8 heures. Ce processus s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en ajoutant de la ténacité, la capacité à se déformer sans se rompre. La structure finale représente un équilibre parfait entre dureté et plasticité. Mais le plus difficile reste à venir. Mais d'abord, pensez à vous abonner. La protection contre la corrosion. Le golfe du Mexique figure parmi les environnements les plus agressifs de la planète. Eau salée, variation de température de -10 à +40 degrés, humidité constante, bactéries qui accélèrent la corrosion. L'acier ordinaire y rouille de part en part en 3 ans. La méthode de protection la plus répandue est la galvanisation à chaud. Les boulons sont plongés dans un bain de zinc en fusion à 450 degrés. Le zinc réagit avec l'acier, formant en surface une couche d'alliage de 150 micromètres d'épaisseur. Cette couche protège de deux façons. Elle crée une barrière physique pour l'acier et agit comme une anode sacrificielle à la place de l'acier. Mais pour les assemblages les plus critiques, on fait appel à une technologie encore plus avancée, le revêtement xylane. Il s'agit d'un composite à base de téflon, enrichi de particules céramiques et d'inhibiteurs de corrosion. Les boulons sont d'abord sablés pour créer une surface rugueuse. Puis on applique 2 couches de xylane d'une épaisseur totale de 50 micromètres, cuites à 250 degrés. Le résultat est phénoménal. Le revêtement résiste au contact direct avec l'eau de mer pendant 25 ans sans la moindre trace de corrosion. Chaque boulon pèse 32 kg et coûte 800 €. Le coût total des boulons pour une seule plateforme s'élève à 2 200 000 €. Mais cela représente moins d'1% du prix de la plateforme elle-même. Et pourtant, tout repose sur ces boulons. Lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe la plateforme avec des vents de 200 km/h, soulevant des vagues de 20 mètres de haut, ce sont eux qui empêchent la structure de se disloquer. Chaque boulon subit à cet instant une charge cyclique de 40 à 90 000 kg, toutes les 8 secondes. L'industrie sidérurgique mexicaine est fière de ces boulons. Ils s'exportent vers les États-Unis, le Brésil, la Norvège, partout où l'on extrait du pétrole en mer. Vient ensuite le filetage par roulage. Contrairement aux boulons bon marché, où le filet est taillé autour, on utilise ici la méthode du roulage à froid. 2 rouleaux d'acier aux cannelures gravées tournent l'un vers l'autre, créant une pression de 30 tonnes. Sous cette pression, le métal se déforme et forme les spires du filet sans couper les fibres. Les boulons sont ensuite chargés dans un four où la température monte jusqu'à 900 degrés Celsius. À cette température, s'opèrent dans l'acier des transformations de phase. La structure cristalline se modifie, les atomes de fer se réorganisent en une nouvelle configuration appelée austénite. Les boulons sont maintenus à cette température pendant 4 heures, afin que la chaleur se diffuse uniformément dans toute la masse. Un écart de 20 degrés entre le cœur et la surface pourrait entraîner une trempe irrégulière et des tensions internes. Vient ensuite la trempe. Les boulons sont plongés instantanément dans un bain d'huile chaude à 60 degrés. Ce choc thermique brutal, de 900 à 60 degrés en 10 secondes,
fige la structure cristalline dans un état de dureté extrême, appelé martensite. L'acier devient presque aussi dur que le diamant, mais cassant. Pour éliminer cette fragilité, les boulons sont à nouveau chauffés, mais cette fois à 400 degrés, puis refroidis lentement pendant 8 heures. Ce procédé s'appelle le revenu. Il préserve la dureté tout en conférant de la ténacité, la capacité de se déformer sans se rompre. La structure finale constitue un équilibre parfait entre dureté et plasticité.